Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question d'objets de curiosité. C'est le nom de l'exposition collective qui vous attend à l'atelier Sainte-Croix des Arts à Metz, qui a permis à des amateurs d'art de s'emparer des œuvres sur place. Vous en saurez un peu plus sur Feu Chatterton et Sam Sauvage qui ont mis le feu aux dernières francopholies d'Esch-sur-Alzette. Et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sortie. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Emma Rochefeuille, une artiste pleine de peps aux mille et une facettes. Photographe, vidéaste, elle signe également un podcast lumineux d'intérêt musical. Qu'entend-elle par là? Retrouvons-la pour le savoir. Bienvenue. What is bus? What is a water malice? What is bus? What is a water malice? Il y a eu une telle résonance dans le public qu'on s'est dit ouais, on a tapé au bon endroit, on a trouvé la bonne idée. Emma Rochefeuille, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien et de m'accueillir chez toi, dans ton appartement. C'est ici que tout se crée, tout se transforme. Il faut savoir que tu es vidéaste, photographe spécialisé dans l'industrie musicale. Tout à fait. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, alors, en tant que vidéaste et photographe, tu fais partie de ces artistes qui officient dans l'ombre. Et tu as décidé, justement, avec un podcast absolument génial, Bright, de mettre en valeur, en lumière, ces artistes comme toi, qui sont dans l'ombre, les photographes, les vidéastes, les attachés de presse, et plus encore. Donc c'était ça, c'était le fait pour toi d'officier dans l'ombre. Tu t'es dit un jour, mince, finalement, toi qui magnifies finalement toutes ces stars, eh bien, tu as décidé de mettre en lumière tous les autres, tous ceux qui étaient là, tapis, à mettre en lumière les autres. Il y avait un peu de ça. Il y avait aussi cet aspect de mon travail qui est très basé sur le visuel, la photo, la vidéo. J'avais envie d'expérimenter un nouveau format, donc je me suis dit pourquoi pas le podcast. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver le sujet idéal. Et en fait, plus on cherche, moins on trouve. Et un jour, je me suis dit, mais c'est quand même dommage, en fait, j'ai plein d'amis qui sont également des travailleurs et des travailleuses de l'ombre de l'industrie musicale, et ça serait vraiment dommage de ne pas les mettre en avant. Donc j'ai démarré un petit peu ce projet comme ça, donc actuellement, la saison 1 est déjà sortie, et j'ai déjà des propositions pour la saison 3. 3 Alors que la saison 2 n'est pas encore sortie. C'est pas vrai, donc ça veut dire que la saison 2 est déjà bouclée, tu as déjà Quasiment. dessiné un petit peu Quasiment, le et je me planning. suis laissée emporter par tous ces métiers que j'ai découverts ou redécouverts. Et finalement, j'ai déjà, effectivement, quelques noms pour la saison 3. Ouais. Alors, il faut dire que ce podcast, tu l'as amorcé avec une star, Sam Sauvage. On en parle énormément, il a été récompensé aux Victoires de la musique. On a pu le découvrir là, sur la scène des Franco à Esch-sur-Alzette. Donc, tu as commencé d'abord par ce qu'on appelle, entre guillemets, un artiste émergent, avant toute chose. Donc, ça a été le point de départ. Qu'est-ce qui t'a amené à lui, finalement ? Qu'est-ce qui m'a amené à lui? Les Francopholies de La Rochelle, où j'ai pu rencontrer Mathieu, son manager. Il y a le lien qui s'est fait assez rapidement. C'est un artiste que j'écoutais, que j'avais très récemment découvert, que j'écoutais beaucoup, que j'aimais bien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la personne idéale pour ouvrir le podcast. On a un artiste émergent, quelqu'un qui débute dans l'industrie musicale. Et je trouvais que c'était intéressant de l'interviewer aussi sur son entourage professionnel, sur comment il avait démarré, qu'est-ce que c'est un artiste émergent, mais aussi comment on s'entoure, avec qui on travaille, pour faire l'introduction, on va dire, sur les autres personnalités que j'allais pouvoir interviewer. Tu te sens à 100% artiste ou est-ce que tu as un pourcentage un peu réduit du fait que tu es obligé de switcher sur d'autres casquettes en fait? Ça, c'est une vraie question, une vraie bonne question, parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais encore plus de casquettes qu'aujourd'hui. Mais après, pour moi, ça, c'est pas un truc mauvais. Plein de gens disent que du coup, ça supprime des métiers, des choses comme ça, mais c'est juste que le monde va avec, à un moment, il faut se battre avec. Il y a l'économie aussi du milieu qui fait que tu ne peux pas démarrer et avoir directement toute ton équipe au complet. Bien sûr, et en fait, personne ne connaît, donc forcément, personne ne va aller se greffer à quelque chose qui n'est même pas encore connu de par une ou deux personnes, à part ses parents. Et c'est vrai qu'après, alors, on va en découler des artistes et des personnalités comme Eddy Blanchard, réalisatrice de clips, très géniale. Après, il va y avoir des attachés de presse, des photographes. Donc, comment est-ce que tu
tu l'as conçu, en fait, cette ligne éditoriale, au fil des interviews. Edith Blanchard, elle t'avait proposé, par exemple, d'interviewer un régisseur. Exactement. Ce que tu as fait plus tard avec un régisseur lumière, un ingé lumière, pardon. Ce que tu as fait un peu plus tard. Donc, comment ça se fait aussi? C'est au gré des rencontres C'est un peu au gré des rencontres et surtout au culot. Tu parlais d'ingé lumière, justement. Donc, Vincent Lérisson, qui est le lighteux de Gaëtan Roussel, de Justice, entre autres. Je l'ai contacté bêtement sur LinkedIn en me disant « Allez, pourquoi pas, on se fait un petit kiff ». Et puis finalement, il a répondu favorablement. Et puis cette rencontre amène à d'autres, des gens qui parlent de mon podcast, qui me font rencontrer d'autres personnes, qui me font découvrir aussi d'autres métiers de l'industrie que moi, je connaissais pas. Donc ça se fait vraiment au fur et à mesure de mes envies et des rencontres que je peux faire. Donc voilà la page Spotify de Bright, justement, où tu peux retrouver déjà les 12 épisodes de la première saison. On parlait des Francopholies tout à l'heure, donc le portrait de Pierre Poli, qui est le directeur artistique des Franco, ou encore le responsable bar du Trabendo, où on parle un petit peu de consommation d'alcool et autres dans l'industrie musicale. Initialement, tu vois, je l'ai pensé pour des gens qui connaissent pas trop l'industrie musicale et surtout pour des jeunes qui, comme moi, tu vois, par exemple, il y a 10 ans, j'aurais peut-être bien aimé avoir un format comme ça pour leur faire découvrir certains métiers et leur dire, regardez, en fait, telle et telle compétence. Par exemple, je sais pas, t'aimes bien faire des tableaux Excel, tu peux peut-être faire chargé de production, mais dans l'industrie musicale, en fait. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte en faisant le podcast que ça servait aussi aux autres professionnels de l'industrie qui découvraient non pas des métiers, mais les enjeux de certains métiers, qui se disaient, en fait, je serais peut-être plus tolérant ou tolérante avec un tel ou un tel, parce que maintenant, j'ai conscience que, en fait, elle a ça à gérer, et je devrais peut-être être un peu plus flexible, quoi. Déjà, je mettais un peu des petites choses un peu narratives dans les clips, parce que j'aimais raconter des histoires, et c'est un peu comme ça que voilà, j'ai un peu développé mon style sans vraiment le vouloir, mais c'est ça qui est important aussi, c'est de peut-être se diriger vers ce qu'on aime et puis se fabriquer sa petite propre marque de fabrique un peu, voilà. La deuxième saison, alors est-ce que tu peux peut-être dévoiler un petit peu quelques métiers auxquels tu vas t'intéresser ou pas Peut-être, il est possible qu'il y ait le scénographe d'une artiste très connue qui a énormément la cote en ce moment, qui est un petit peu une boss lady. Tu peux donner des indices. Ah oui, une boss lady, d'accord, ok, pas mal. Voilà, par exemple. Wow. On aura également des personnes qui créent, qui vendent le merchandising, des personnes chargées des réseaux sociaux aussi, parce que je m'axe sur des métiers qui existent déjà depuis un certain temps, mais aussi sur des métiers qui viennent de naître il y a quelques années pour montrer aussi l'évolution, les possibilités qu'il y a dans l'industrie. Ouais. Donc Bright, le podcast, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify et Tutti Quanti. Un mot aussi sur ton travail peut-être de vidéaste et de photographe. Il y a quelque chose quand même de très significatif dans ton travail. Quand on regarde ta page Insta par exemple, c'est vraiment la couleur qui est là. Il y a un gros travail sur la couleur, sur la lumière. Ici, il y a énormément de boules à facettes qui nous entourent, énormément de lumière. C'est ta spécificité, ça? Ouais, je suis très très rapidement partie sur de la lumière artificielle, des choses très colorées. C'est hyper rare de me voir faire du noir et blanc, vraiment. Je saurais pas te dire d'où ça vient, mais j'ai direct eu cette appétence-là. J'ai très vite aussi démarré la photo de concert, donc ça a peut-être un petit peu aussi formaté le reste de mon travail, même en portrait. En fait, je continue de faire des portraits, pareil, lumière colorée, artificielle. Donc il y a toute une patte qui s'est créée autour de ça, ouais. La photo de concert, c'est quand même aussi un registre particulier. Il faut savoir saisir le bon moment. Alors, au-delà du travail de la lumière, etc., c'est réussir à capturer l'atmosphère, vraiment, ce qui résume la personnalité sur scène. Donc, c'est avoir un œil aiguisé. Et en même temps accepter que ce soit un petit peu la roulette russe, parce que en fait on ne sait pas forcément quelle set lumière on va avoir, on ne sait pas forcément si l'artiste aura décidé de jouer un peu avec la caméra ou s'il faut aller faut être un petit peu inventif pour aller chercher des angles particuliers, etc. Donc je trouve que c'est un bon challenge en tout cas, et c'est, je pense, ce qui a forgé quand même pas mal mon travail, parce que tu dois t'adapter constamment à ce qui t'entoure, donc ça nourrit aussi mon travail de vidéaste à côté et mes compétences. Tu le sens ce moment où tu as chopé la photo? Au moment où tu cliques, là, par exemple, quand celle-ci, quand tu as pris cette photo, ouais. Tu savais là, que tu t'es dit, là, je tiens un truc? Celle-ci, je me suis dit, ok, j'ai un truc, j'avais ma petite lumière qui allait bien juste derrière. Il y avait un truc que j'aimais bien qui se dégageait. Je me suis dit, ouais, c'est la photo. Et il y a une photo de Kokomo où c'est pareil, au moment où je l'ai pris, je me suis dit, ça sera celle-là. Et justement, en la retouchant, ouais, je me suis dit, c'est bon, c'est The One sans hésiter. Ça serait quoi la pâte Emma Rochefeuille? La vraie pâte Emma Rochefeuille. Je pense que ce serait obligatoirement des lumières colorées. Et je pense qu'il y a aussi une partie humaine.
parce que je suis dans l'esthétisme, mais pas dans quelque chose de figé. On discute beaucoup, on rigole beaucoup, et je prends beaucoup plus de temps qu'un photographe lambda, sans doute, mais parce qu'on prend le temps de discuter, de passer un bon moment. Et cette part d'humanité, on va dire, s'est retrouvée dans mon travail de vidéaste sur la Fête de l'Humanité l'an passé, justement, où là, on était sorti de l'esthétisme, des lumières colorées, etc. On était sur du brut, mais il y avait quand même cette part humaine qui a fait que les gens ont quand même reconnu mon travail. Je chanterai même en silence, consoler le monde qui pleure en toi. Moi je veux pas combattre en toi qui pleure un peu comme moi. Ça, c'est le dernier clip que j'ai réalisé effectivement pour un duo d'artistes belges qui s'appelle Boo. Et donc, on a travaillé sur un retour en enfance et sur la vision des enfants par rapport à la situation politique actuelle. C'est toi qui leur proposes un peu le scénar et tout, ou c'est eux qui arrivent avec un scénario? C'est vraiment un travail à plusieurs mains C'est vraiment un travail à plusieurs mains parce que du coup j'ai la chance de les connaître et d'être assez proche d'eux, donc il y a vraiment eu un échange entre nous. Ils m'ont amené ce qu'ils voulaient absolument, on va dire, dans le clip. Moi j'ai fait un petit écrémage, je leur ai proposé une vraie direction artistique et une vraie proposition, on va dire, un petit peu plus structurée. On a storyboardé tout ça, il y a eu quelques allers-retours et puis après on est passé au tournage avec la confection d'une fusée d'1,90 m en carton et autres, quoi. Je t'offre le clip de tes rêves ou la photo de tes rêves avec l'artiste de ton choix, tu choisirais qui? Waouh! Bah, en vrai, Théodora kiffe ultime parce que vibes incroyables. En termes de doudou, j'aurais dit Orelsan quand même parce que c'est encore le seul rappeur de mon enfant, enfin de mon adolescence que je peux encore écouter. Donc j'aurais dit ouais, Orelsan ou Théodora. Bon, on souhaite qu'il regarde, On souhaite qu'il regarde l'émission. Tu parlais de couleur, toi, si tu étais une couleur? Moi, je serais le rouge. Le rouge? Ouais. Ça dit... un peu le feu quand même. Ça dit quoi? C'est ça, le côté sanguin, le feu, l'énergie? Sanguin, dynamique, qui se pose jamais. Ouais. Et ben pour retrouver toute ton énergie et tout ce côté lumineux, pétillant dans tes photographies, tes vidéos, on peut aller te suivre bien sûr sur Instagram, sur ta page Emma Rochefeuille. On invite tous les téléspectateurs, téléspectatrices à suivre également ton podcast lumineux d'intérêt musical, Bright. Il est indispensable, première saison disponible et puis la saison 2. Saison 3 déjà programmée. Merci infiniment. Merci à toi. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures alors. À bientôt. Bye bye. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à participer à la première édition du festival Musique en Varsovie qui aura lieu du 5 au 12 juillet au Centre d'art de Schorbach. Objectif, promouvoir la musique de chambre au cœur des Vosges du Nord. Pour cette première édition, ce sont les contes et légendes qui seront à l'honneur pour un voyage au cœur de l'imaginaire. Au programme, 4 concerts proposés en grande partie par les musiciens de l'Orchestre national de Metz que vous allez retrouver dans différentes formules. Parmi les œuvres à découvrir, une version de Pierre et le Loup portée par un quintet et la comédienne récitante Claire Cahen, un récital de piano ou encore une invitation à plonger dans la nuit au son de Chopin, Beethoven ou Debussy. Je vous invite vivement à vous laisser surprendre, d'autant que le cadre est enchanteur, intimiste, de quoi offrir une belle proximité avec les artistes. Tout ça, ça se passe du 5 au 12 juillet, donc au Centre d'art de Schorbach. Et poussons maintenant les portes de l'atelier Sainte-Croix des Arts à Metz, porté par les artistes Jean-Marie Wunderlich et Philippe Buatti. Ces derniers ont eu l'idée d'inviter des amateurs d'art, des passionnés, à s'emparer de l'une de leurs œuvres et à créer autour d'elle tout un univers, à devenir artistes à leur tour. Le résultat est étonnant, poétique à souhait. Nous avons invité des amateurs d'art, des collectionneurs, à qui nous avons demandé de choisir une œuvre réalisée, terminée, ou même un détail ou un reste d'œuvre non abouti, et de réagir à cette sculpture, à cette œuvre, en imaginant tout autour un monde personnel. Et donc l'objet de curiosité, c'est à la fois l'atelier, à la fois les artistes résidents, et à la fois les sculptures qui sont choisies, et qui font l'objet comme ça d'une installation personnelle, avec les 9 invités. Je suis tombé sur ce buste dont la ressemblance avec le sculpteur m'a frappé. Je lui ai demandé qui était-ce. Il me dit que c'était son frère jumeau. Il lui a fait la gueule cassée
Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a raconté son histoire. Il m'a confié aussi des éléments très personnels. Et je raconte son histoire. La gémellité aussi entre les deux, leur fraternité. Sa souffrance aussi, il a été très malade. C'est à ce moment-là que Jean-Marie a fait le buste de son frère pour le faire revenir. Et puis voilà, je raconte tout ça et ça s'appelle En tête à tête. C'est assez intimidant de rentrer comme ça dans l'univers d'un artiste. Et puis je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a chacun de nous notre univers, notre approche, notre œuvre. Il y a une sincérité qui est partagée par les 8 personnes qui ont exposé ici. J'ai choisi cet oiseau qui m'a ramené à la forêt tropicale, que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois dans ma vie. Et ça m'a rappelé un oiseau de paradis qu'on avait filmé en Papouasie. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé mon oiseau de paradis. Donc j'ai reconstitué un peu la forêt tropicale, de l'eau. Et puis j'ai rajouté des sons que j'ai enregistrés à Bornéo. Des chants d'oiseaux, d'insectes. Voilà, il faut que tout ça soit bien humide, parce que c'est une forêt humide. Et voilà, en réduction, j'essaye d'emmener les gens dans la forêt. Je suis tout le temps un peu dans un cadre avec les films. Il y a des règles d'écriture, des règles de montage, etc. Et là, pour le coup, j'ai pu me lâcher, quoi. Et c'est bien de, comme ça, pouvoir s'évader aussi, hein. J'ai choisi cette œuvre pour son élancement et ce qu'il y avait de plus féminin qu'elle dégageait, sa pointe des pieds qui me faisait penser à la danse. Et puis, je l'ai ramenée chez moi et j'ai eu le temps de l'appréhender, de vivre un petit peu avec elle. Et j'ai pensé au fil, puisque j'aime la couture, j'aime le fil et j'aime les mots. Et je suis très intéressée par l'histoire des gens, les histoires familiales. Et donc, j'ai tissé quelque chose autour de ce corps, des mots, des fils et des tissus. J'ai choisi des œuvres de Jean-Marie qui sont les médaillons qu'on retrouve dans beaucoup de ses œuvres dans l'atelier. Ça m'a fait un écho sur une photo de famille. Quand j'habitais au Portugal, où on envoyait la photo au père qui était en France et on mettait le père en médaillon. Donc c'est un souvenir plutôt intime, personnel. J'ai fait écho aussi sur la saudade, qui est un mot portugais, qui n'a pas de vraie traduction en français. Donc j'ai fait une traduction et je laisse les gens proposer des traductions et voilà. On a vraiment des mondes très différents, parfois inspirés de l'enfance, des souvenirs très marquants de l'enfance, parfois du monde du travail, parfois liés à l'absence, parfois liés à la rencontre, et des installations aussi techniquement très différentes. Donc on est assez ravis du résultat. Un reportage qui se clôture en musique, vous l'avez entendu, avec une interprétation magnifique de la chanteuse lyrique Agathe Zénier, qui a donc donné de la voix lors de l'inauguration et qui elle aussi s'est emparée d'une œuvre. L'exposition Objet de curiosité est à découvrir jusqu'au 30 juin à l'atelier Sainte-Croix des Arts à Metz. Et place à la musique toujours et encore, avec un petit retour sur les Francopholies d'Esch-sur-Alzette, dont les 3 jours ont affiché complet. Un festival qui a confirmé qu'il est bel et bien plus qu'un festival, que c'est une vraie expérience avec un site incroyable, des propositions originales et une programmation détonnante. Parmi les artistes qui ont mis le feu sur scène, Sam Sauvage, récompensé d'une victoire de la musique cette année, ou encore Feu Chatterton, avec qui Marie Vin a eu la chance de s'entretenir. Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie, cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Ça a été beaucoup des années d'expérimentation en fait, pour arriver à commencer à toucher du doigt la musique qu'on fait aujourd'hui. Et ça a toujours été un peu ce postulat de départ, même si on ne se l'est jamais dit, c'était d'arriver à lier les textes d'Arthur, donc qui sont des textes poétiques, et de la musique qui n'est pas insouciante,
qui est exigeante et émotionnelle à la fois, et qui va vraiment chercher aussi sur d'autres influences plus anglo-saxonnes. Et la poésie, oui, c'est toujours été quelque chose de très important pour nous. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Dès le début, avec Clément, donc on fait plutôt les compositions, les arrangements, et Arthur, lui, qui était même pas chanteur, hein, au lycée, c'est marrant, on se replonge dans ces années-là. En fait, lui, ce qu'il aimait, c'était vraiment jouer avec les mots, les dire, et c'est vrai qu'on écoutait aussi beaucoup de chansons et de rap. Il y avait vraiment un jeu avec le verbe, avec les phrases dans le rap, ça nous fascinait. Et le groupe est né de cette envie-là, et je crois que dans les mots, il y avait dès le début l'envie de raconter des histoires. Et je pense que c'est un peu ce qui fait le groupe encore aujourd'hui, c'est l'envie de raconter des histoires qui sont des histoires qu'on vit nous, des histoires intimes, mais qui permettent de parler de sujets sociétaux, de sujets politiques. Et c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Et puis c'est vrai que la langue française, elle est assez pratique pour ça. Regarde, comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Ça a influencé énormément le travail sur ce disque, parce qu'on s'est retrouvés pendant ce temps-là, aussi avec une forme de devoir. C'est-à-dire que tu passes 2 mois et demi dans le musée du Louvre, t'es au milieu des plus grandes œuvres de l'histoire de l'art occidental et oriental. Tu peux pas faire de la merde. Enfin, tu vois, il y a aussi un truc avec Clément, on était beaucoup là-bas à composer. Et c'est vrai que on sentait aussi cette nécessité on a une chance unique, il faut la prendre, il faut en profiter. Et autour de nous, il y avait toutes ces œuvres de grands artistes qui ont eu parfois des vies compliquées. Et on se disait, on peut mettre un petit grain de sable dans cette histoire, alors on en profite. C'est le premier album qu'on fait en indépendant, où on a monté notre propre label, et donc c'est la première fois qu'on décide de tout, de A à Z, de toute la chaîne de création jusqu'à la chaîne de production, et la diffusion, le marketing, la publicité, etc. Donc ça a été pour toutes ces raisons-là, ça a été un album qui nous a mis pas mal la pression, et voilà. Il s'appelle Labyrinthe pour des raisons aussi textuelles et poétiques et de signification de l'album, mais il s'appelle aussi Labyrinthe pour cette situation-là dans laquelle on s'est retrouvés, nous, le groupe, collectivement. Moi, j'avais pas du tout de gens de la musique dans la famille. J'avais ma mère qui était institutrice, qui était à la retraite aujourd'hui. Je veux dire, mon père, moi, je l'ai pas trop connu, donc j'avais pas trop d'informations. Et puis, mes grands-parents, ils ont un camping, donc j'avais vraiment pas du tout de lien dans la musique. Non, j'ai commencé un peu seul à 15 ans plutôt. Je veux dire, c'était pour une raison tout à fait obscure, c'est que j'ai découvert Bob Dylan et j'ai eu un coup de cœur. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Et au début, je pensais que c'était facile. Je me suis vite trompé. J'ai vite réalisé à quel point c'était compliqué. Et je sais pas pourquoi ça m'a plu. J'avais 14 ans, 15 ans et j'étais pas bien dans ma peau, il fallait que je trouve un truc. Et comme je le voyais lui, je me disais naïvement que lui, il était tout petit, comme ça, avec une voix nasillarde, il payait pas de mine et pourtant il captivait beaucoup de gens. Donc je voulais faire pareil, ce qui est tout à fait impossible à mon échelle. Mais ça m'a donné de l'espoir et puis aujourd'hui l'espoir m'a mené là, donc je suis content, ouais, bien sûr. En fait, j'avais toutes les références que ma mère écoutait dans la voiture qui m'ont forcément un peu bercé, je crois, c'est-à-dire Bachung, Léo Ferré, du Jacques Brel, des choses comme ça, je veux dire. Et puis après, moi je me suis fait ma culture, j'ai eu accès à tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que surtout la chanson française d'aujourd'hui m'a beaucoup inspiré. Je parle de Zao de Sagazan, Clara Luciani, Juliette Armanet, Eddie de Pretto, je pourrais en citer tellement. Je veux dire, Chatterton qui sont là aujourd'hui, donc je suis tellement content de me retrouver à côté d'eux, dans des loges, dans des scènes, je trouve ça assez incroyable. En fait, le fait de ne pas avoir de culture littéraire m'a pas empêché d'avoir un amour pour les tournures de phrases, pour les mots, pour le vocabulaire. J'aime bien. Je trouve ça c'est chouette, c'est que le vocabulaire, toute sa vie, on peut l'ouvrir, en apprendre encore davantage. Et je veux dire, utiliser un nouveau mot dans une chanson, il n'y a rien de plus excitant, je trouve. Donc c'est vraiment ça que j'adore. Et puis, je crois que ouais, c'est les phrases aussi, les petites phrases des habitudes. Moi, poésie, je trouve que c'est un grand terme. Hein. Je veux dire, c'est un autre métier presque. Je veux dire, même si ça me touche qu'on me dise ça, je crois que c'est plutôt les phrases qu'on me dit quand on parle le langage de l'amour, qu'on parle de hypocrisie. Tous ces titres de chansons me sont venus de ça, c'est des choses que j'entends. Et ça me parle. Il y a les gens qui crient tout le temps. Ceux qui sourient de temps en temps. Et il y a les gens qui dansent partout et n'importe comment.
quand je parle des gens qui dansent, c'est parce que les gens qui dansent, en fait, c'est un peu les gens qui vivent. C'est un peu le double sens, un peu léger, je dois l'accorder, mais je veux dire, c'est pour raconter de manière honnête et brutale ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous des gens qui dansent, c'est-à-dire des gens qui font ce qu'ils peuvent. Et je veux dire, des font ce qu'ils peuvent dans la vie. Moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé. C'est malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré tout ça, on est des gens qui dansent, on continue à danser, que ce soit dans une boîte ou on continue à danser dans le fil de la vie, c'est-à-dire en essayant d'avoir des enfants, des machins, tout ça, dans un monde qui paraît tout à fait incertain. Moi, c'est ça qui me touche. Donc, c'est vraiment les gens qui vivent qui me touchent. Et moi, je fais partie des gens, je suis pas au-dessus ni en dessous de la foule, je dis toujours que je suis en plein dedans. Oui, quand je peux. Parce que alors là, on dirait que j'ai la posture de l'observateur, qui analyse tout le monde comme un grand sage. Loin de ça, moi aussi, je suis un vivant. Je veux dire, j'ai des émotions, je me lève le matin de mauvaise humeur parfois de bonne humeur. J'ai des chagrins d'amour, j'ai des chagrins de politique, j'ai des chagrins de vie, je veux dire. Et j'ai aussi des moments de bonne humeur, des trucs comme ça. Donc en fait, j'écris aussi avec ça. Donc forcément que c'est un point de vue qui m'appartient. Je veux dire, j'ai pas une vision divine là-dessus, loin de là. Je veux dire, c'est mon influence, c'est mon avis de comptoir, en fait. C'est toujours ça. Moi, mes chansons sont des avis de comptoir. C'est des choses c'est des trucs que je dis pas au bar avec des potes, c'est des trucs que je dis dans un album. Il y en a plein qui me diront t'aurais dû les garder pour le bar, et d'autres qui diront je suis content que tu me les aies partagés. Et je le fais pour c'est la deuxième partie. Je ne t'aime plus, ni le jour, ni la nuit, ni ton cul, ni l'avant, ni l'après, c'est tout vu. Je ne t'aime plus, sans détour, je suis confus. Et notez que les entretiens complets avec Feu Chatterton et Sam Sauvage sont disponibles sur la chaîne YouTube La Boîte à Malice TV. Et si vous pestez d'avoir manqué les Francopholies d'Esch-sur-Alzette cette année, sachez qu'elles seront de retour en 2027. Ça sera du 11 au 13 juin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière Boîte à Malice de la saison, qui sera entièrement consacrée au festival Constellation de Metz, qui fête ses 10 ans. D'ici là, émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a bus? What is a boîte à malice? What is a bus? What is a boîte à malice? Votre dose quotidienne de spectacle avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.